Comment aborder la fiscalité lorsqu'on fait de l'immobilier locatif? Voilà la question qui va nous animer dans cette émission Smart Patrimoine de rentrée, et une question qui n'est pas si simple face aux divers remous législatifs que l'on a pu voir sur le sujet. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet dans l'émission Smart Patrimoine. Christophe Demerson, tout d'abord. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Nicolas Pagné. Vous êtes président de 35 millions de petits propriétaires, et à vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir également Aurélie Sultan. Bonjour Aurélie Sultan. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée au sein du cabinet Demeusois. On va commencer avec vous, Aurélie Sultan, et on va aller droit au but. La fiscalité en matière d'immobilier locatif meublé, peut-être un petit peu complexe à comprendre en ce moment, au vu des lois votées par erreur, décisions parfois remises en cause par le Conseil d'État, et on ne sait plus exactement à quoi se rapporter lorsque l'on a envie de faire de l'immobilier locatif, Aurélie Sultan. Effectivement, depuis plus d'un an, là, on vit un véritable feuilleton en matière de location meublée touristique. Alors, ça a débuté il y a un an pile, avec la loi de finances pour 2024. D'accord. On a un amendement qui a été voté par erreur, en fait, qui a été voté par erreur. Par le gouvernement, oui, bien sûr, par l'Assemblée nationale. Parce que si on se souvient bien, la loi de finances avait été votée, adoptée par l'article 49.3. Bien sûr, oui. Et finalement, à la fin, après pas mal de discussions, il était question de plus voter un dispositif sur la location meublée touristique lors de la loi de finances. Bien sûr. Parce qu'on voulait tout remettre à plat, donc on s'est dit on va attendre un petit peu. Mais finalement, un amendement a été voté par erreur. C'est un amendement du Sénat qui prévoyait en fait de réformer le régime microbique, applicable seulement aux loueurs en meublé de tourisme non classés. D'accord. La différence entre classé et non classé, c'est une démarche qu'on fait pour professionnaliser un peu son logement touristique quelque part? Exactement. En fait, on est classé, on demande à un organisme de nous attribuer une étoile, comme un peu à l'hôtel, en fonction du degré de confort et de prestations fournies. Et donc cet amendement est voté par erreur, pour remettre en cause effectivement cette fiscalité. Seulement les non classés. Seulement les non classés. Base, finalement, on entendait beaucoup de discussions sur une réforme des loueurs en meublé touristique classés. D'accord. Parce qu'eux avaient une véritable niche fiscale qui est un abattement de 71%. D'accord. Ils étaient imposés sur 29% de leurs revenus, à condition de ne pas dépasser un montant de chiffre d'affaires de 188 700 €. Donc si je caricature pour bien comprendre, ils professionnaliser un petit peu leur activité parce qu'ils étaient classés, et en même temps ils avaient un abattement fiscal, et c'était remis en cause. Finalement, l'amendement qui a été voté par erreur concernait les non classés. Exactement, qui avaient eux un abattement de 50% s'ils avaient un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 €. Il faut être précis dans les chiffres, effectivement. Voilà. Et donc, immédiatement après l'adoption de la loi de finances, on a un communiqué du gouvernement qui nous dit, écoutez, c'est une erreur de plume. D'accord. Ça devait vraiment être supprimé, ça n'a pas été. Vous inquiétez pas. Une erreur de copier-coller, ouais. Exactement. Vous inquiétez pas, pour la prochaine déclaration, vous pouvez appliquer le régime antérieur, aucun problème. Donc finalement, rien ne change, vous gardez vos abattements. D'après le communiqué. On attend un petit peu, les professionnels, on attend quand même qu'il y ait vraiment quelque chose d'officiel. Et on a le BOFIP qui arrive en février, c'est les commentaires d'administration, qui nous dit on tolère pour cette année, pour 2023, d'appliquer les anciens seuils et les anciens abattements. Donc rien ne change. Donc rien ne change. Sauf qu'immédiatement après ce BOFIP, on a plusieurs députés de différents partis d'ailleurs qui font un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État pour annuler le BOFIP. Pourquoi ? Parce que le BOFIP n'a pas à rajouter à la loi et à remplacer la loi. Donc il y a un recours qui est fait. Donc finalement, pour bien comprendre, qui font un recours devant le Conseil d'État pour dire on applique cette loi qui a été votée par erreur et dont le gouvernement a dit qu'elle a été votée par erreur. Exactement. D'accord. Et là, la période déclarative se passe, donc mai-juin, finalement, on est toujours sur le BOFIP, donc on applique le BOFIP. Bien sûr. Oui. Et on a un arrêt du Conseil d'État en juillet dernier qui annule le BOFIP. D'accord. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qui finalement demande d'appliquer la loi qui a été votée par erreur, qui revient sur l'abattement fiscal des meublés touristiques non classés. D'accord. Donc aujourd'hui, la loi, vous lisez la loi, pour les non classés, l'abattement a été remis en cause. Donc on a un abattement qui est que de 30%. On passe de 50 à 30%. Exactement, avec un seuil de 15 000 € versus 77 700.
Décision du Conseil d'État en juillet, la déclaration d'impôt avait été passée. On a la possibilité de la modifier quand même en septembre. Alors on ne modifie pas parce qu'au moment des déclarations, on doit appliquer le BOFIP en vigueur. D'accord, donc ça au moins ça ne bouge pas. Voilà, pour 2023, ça ne bouge pas. Donc décision du Conseil d'État qui revient et qui finalement applique une loi votée par erreur. Voilà. Mais dans la déclaration d'impôt 2023, on n'en tient pas compte puisqu'on applique le BOFIP en vigueur. Ah oui, c'est pas simple quand même. Hein. Non, c'est pas simple. Et parallèlement à ça, on a la loi Le Meur, qui, alors on a la première version qui est votée par l'Assemblée nationale en janvier, votée par le Sénat en mai dernier, qui revient sur la location meublée de touristes aussi, et là qui modifie encore les seuils pour les non classés et pour les classés. D'accord. Donc là, on annule les 71% d'abattement pour les classés de tourisme, et donc là on le baisse à 50%. Et pour les meublés non classés, on reste à 30%, mais avec un seuil de 23 000 €. Alors, c'est à ce moment précis où vous m'avez perdu. Donc, quelle est la fiscalité aujourd'hui sur une location meublée de tourisme? Non, alors là, ça a été voté par le Sénat et après, on a la dissolution qu'on connaît. Donc, la loi, elle devait passer par la commission mixte paritaire. Ça n'a pas été fait. Donc, pour l'instant, on est encore au régime antérieur, à part pour les meublés non classés. Christophe de Merson. Je vous ai perdu. Non, si, c'est clair, effectivement. Mais donc, en fait, ça veut dire qu'on a Nicolas. On a quand même une loi votée par erreur, donc, dont vous nous avez expliqué les différents rebondissements. Et derrière, on a ensuite une autre loi qui vient légiférer sur le même sujet. Exactement. Et qui, en plus, qui n'est pas encore, pas encore votée et qui propose finalement de passer à 30% aussi pour les meublés non classés, oui, mais avec un autre seuil. Mais avec un autre seuil, voilà. D'accord. Ok, donc tout ça reste en cours. Christophe de Merson. Et on aussi sur le sujet, mais bon, ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, Christophe de Merson, déjà peut-être une première réaction, président de 35 millions de petits propriétaires, ancien président de l'UNPI. Comment faire de l'investissement immobilier locatif? Je rappelle que l'investissement immobilier locatif, ça a deux valeurs. Ça a une valeur pour le propriétaire qui achète et qui fait un investissement, puis pour le locataire qui peut se loger. On peut le dire. Comment faire de l'investissement immobilier locatif dans un... Alors là, effectivement, je précise quand même que là, on parle de location immobilier de tourisme essentiellement. Donc c'est plus effectivement en lien avec des locations de courte durée. Mais comment gérer un bien immobilier quand on veut faire du locatif de tourisme dans un contexte fiscal aussi flou? Stable, on va dire, oui. Mais normalement, ce qu'on dit toujours, c'est que l'immobilier, c'est le temps long, Nicolas. Et en parlant de temps long, là, je pense qu'on est servi parce que, bon, Aurélie est pédagogue, mais il faut qu'elle soit pédagogue. Alors, vous voyez ce que ça peut donner au niveau du français moyen. Et après, il ne faut pas s'étonner que le petit investisseur, le français, il se dit, qu'est-ce que je fais? J'achète, je loue. On ne sait pas, on est dans l'incertitude, donc tout le monde attend. Et au bout de... On peut dire, on en a assez parlé sur votre plateau, aujourd'hui, l'incertitude et les coups de matraque et les coups de rabot, d'aller, de retour, on en est là. Le marché, il est bloqué, il est figé. Et c'est mauvais, vous le soulignez, pour les propriétaires, bien sûr, et c'est mauvais pour les locataires. Et aujourd'hui, on est dans une situation complexe. Et je peux vous dire qu'il faudra des épaules pour le futur ministre du Logement. Cette volonté quand même, au tout début, si je reviens au tout début, de tout remettre à plat sur la fiscalité de la location meublée de tourisme, c'était plutôt une bonne idée quand même pour ce marché immobilier? J'allais dire oui et non, parce que les bonnes idées en matière d'immobilier, je me méfie toujours. Parce que vous savez comment ça commence. On vous sent désabusé un peu là. Voilà, on sait comment ça commence, mais on sait surtout comment ça se termine. Avec des hausses d'impôts et des rabotages sur ce qui se passe. Alors que ce qu'on dit, c'est que normalement l'investisseur, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un tableau de bord. Il part sur un business plan, il veut être rassuré, il veut savoir ce qui se passe. Alors après, il y a les élections au milieu, donc le Parlement change. L'IFI, oui, non, l'exit tax, le ci, le là, les impôts fonciers, on en a parlé sur votre plateau de nombreuses fois. Ça, c'est un vrai sujet aussi, parce qu'il faut savoir que vous avez vu l'histoire des impôts fonciers, elle n'a pas fini de coûter cher aux propriétaires. Suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales seulement. Les résidences secondaires, on a vu où on en était. 1461 communes en plus cette année qui peuvent faire les surtaxes jusqu'à 60%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, elle change. Ça veut dire que le Français moyen, il ne sait pas s'il pourra garder son bien. Et si c'est des veuves et des personnes un petit peu âgées qui détiennent de l'immobilier, elles ne peuvent plus garder. Et elles ne peuvent plus rester chez elles, elles ne peuvent plus avoir une résidence secondaire alors qu'elle a économisé toute sa vie pour l'avoir. Mais si le mari est décédé, les enfants sont loin, elles se retrouvent, elles vendent. Alors vous me direz, oui, on ne va pas pleurer, mais en attendant, c'est un changement. Dans les villes, c'est pareil. Si vous avez une villa ou un bel appartement parce que la veuve avait eu 3 enfants, elle ne peut plus payer la résidence secondaire. Donc il faut faire des arbitrages. Et ça,
c'est un changement sociétal majeur, puisque ça veut dire que la propriété, le droit de propriété, il est remis en cause durement. Et j'ajouterai la cerise sur le gâteau. Ah, si, il dit encore, parce que je vais vous dire pourquoi. Et puis, je vous laisse poser les questions, Nicolas. Sur la base des réponses. Ouais, non, mais c'est que, et on en avait parlé aussi là-dessus, c'est le fameux DPE. Parce que le fameux DPE, et moi, Dieu sait que j'ai insisté, on en avait parlé ensemble, auprès d'Emmanuel Vargon, c'est mal né. C'était une bonne idée, mais ça a été transformé en catastrophe industrielle, ce DPE. Pourquoi ? Parce qu'au départ de cette bonne idée, l'outil de mesure, il n'est pas bon. C'est vrai qu'on a quand même l'impression... Les gens font des travaux et ça passe pas. On a l'impression qu'il y a beaucoup de tâtonnements quand il s'agit de réformer ou en tout cas d'amener un petit peu de changements législatifs sur l'immobilier. Aurélie Sultan, vous vouliez quand même mentionner un autre rapport quand même pour donner une vision globale un petit peu de la fiscalité en immobilier. Il y a un rapport qui avait été demandé par Elisabeth Borne en décembre 2023 pour remettre à plat totalement la fiscalité locative. D'accord. Et qui a été demandé justement à Madame Le Meur et qui a rendu ce rapport public en juillet dernier. Et là, on va au-delà du tourisme, c'est tout immobilier locatif. Immobilier locatif. Et donc là, il serait question de mettre au même niveau les locations nues et les locations meublées non professionnels. Bien sûr. Parce qu'on garderait le régime des LMP, donc loueurs meublés professionnels. Et donc on mettrait. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés dans ce rapport. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais voilà. Enfin, en tout cas, on remettrait en cause les 71%, les niches fiscales qui existent aujourd'hui. Remise en cause, mise au même niveau de la fiscalité en ce qui concerne la location nue et la location meublée. Christophe Demerson. Je ne vais pas faire les réponses, mon rôle est de poser les questions, mais on peut entendre un certain nombre de professionnels de la gestion de patrimoine considérer que ça change quand même l'approche vis-à-vis de la location meublée. J'allais dire que sur le rapport Le Meur, il y a au moins un bon point. C'est que finalement, Madame Le Meur s'est rendue compte qu'il n'y avait pas les rendements qu'elle croyait. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, d'après son rapport, si on le lit attentivement, c'est que pour un Français moyen, ça dépend du taux de prélèvement où vous êtes fiscalisé, mais pour un Français moyen, c'est entre 1 et 2%. Donc, vous voyez, quel risque prendre, voilà, comment on va gérer ça. Ça, j'allais dire, malheureusement, c'est le seul bon point. Aurélie Sultan, sur ce rapport, alors effectivement, on ne sait pas du tout quelle sera la suite, mais ça peut avoir une incidence, effectivement, en matière d'investissement ou en matière de gestion de son patrimoine. Bah, clairement. Beaucoup d'investisseurs, quand ils ont investi il y a peut-être 5 ans, 10 ans, étaient sur la fiscalité applicable jusqu'à présent. Et là, il y a un gros changement qui pourrait avoir lieu, c'est la remise en cause de la déduction des amortissements quand on est au réel. D'accord. Et ça, normalement, c'est vrai que c'était assez avantageux pour les loueurs en meublé non professionnels, car on arrivait souvent à une base imposable égale à 0, donc quasiment pas d'impôt sur le revenu applicable. Et là, si on remet en cause ces amortissements pour les investisseurs qui sont déjà en rythme de croisière, qui ont pris des crédits et donc qui ont fait un business plan assez clair en tenant compte de la fiscalité applicable, là, si on leur remet en cause cet amortissement, la déduction de cet amortissement, ça peut être problématique. Donc ça pourrait les inciter. Vous savez, Nicolas, et je rebondis sur ce et on finira là-dessus. Le président de la Cour des comptes, Moscovici, a dit il faut viser juste sur cette réforme. J'allais dire oui, ok, il faut viser juste, mais il faut surtout pas se tromper de cible, parce que la cible de l'immobilier d'une manière générale, je pense qu'elle est dans le collimateur du législateur depuis un bon moment. Eh bien, on finira là-dessus. Ce sera un bon mot de conclusion. Merci beaucoup, Christophe Demerson, président de 35 millions de petits propriétaires et ancien président de l'UNPI. Merci, Aurélie Sultan, avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée au sein du cabinet Demeuzois. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.